Bonsoir l'Afrique et bonsoir le monde. Bienvenue mesdames et messieurs à cette autre édition du Point sur l'actualité. Vous êtes bien sûr For You Media où vous nous suivez sur la télévision, sur satellite. Vous êtes également sur la 96.3 FM pour ceux qui nous suivent à Douala et ses environs. Et bien sûr, d'autres nous suivent sur toutes les plateformes digitales, Facebook, YouTube et bien d'autres. Et ce soir, nous parlons une fois de plus de manifestations contre la France sur le continent. Eh bien, France dégage. C'est un des slogans entendus lors de cette marche du Parti des combattants pour la liberté économique, Economic Freedom Fighters, c'est en Afrique du Sud. Ce parti qui se définit comme anti-impérialiste et panafricaniste dénonce la présence française en Afrique via le franc CFA, les bases militaires et une influence sur les dirigeants africains. À cette marche, on retrouvait également plusieurs autres nationalités africaines, notamment des Congolais et des Camerounais. Et bien que vous inspire cette énième manifestation contre la présence française en Afrique, comment comprendre qu'un pays d'expression anglophone s'approprie les revendications des pays du précaré français? Le mal est-il si profond que ça? On en saura davantage dans quelques instants. Une fois de plus, bonsoir. Vous êtes bien sûr For You Media. Eh bien, vous l'avez suivi dans nos propos liminaires. Nous parlons une fois de plus de manifestations anti-françaises en Afrique et cette fois-ci en Afrique du Sud. L'Economic Freedom Fighters dénonce l'ingérence de la France dans les affaires africaines. Et pour en parler ce soir, deux invités, parmi lesquels notre consultant, on reviendra à lui tout à l'heure. Le temps d'accueillir Alain Roche-Ngancha qui est en direct de Pretoria, en Afrique du Sud. Alain Roche-Ngancha, bonsoir. Merci de nous faire l'honneur de partager ce moment sur For You Media. Une fois de plus, bonsoir Bachir. J'espère que la soirée commence très bien. Oui, la question de ce soir, c'est de savoir ce que je pense de la manifestation de Pretoria organisé par Julius Malema et son parti Economic Freedom Fighter. Alors, alors, il me semble que la ligne d'Alain Roche s'est coupée. On retournera à lui tout à l'heure. Le temps de saluer Jonathan Batengene qui est avec nous sur le plateau. Jonathan, bonsoir. Bonsoir Bachir, Ladan Mohamed, bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous regardent en ce moment. Bien sûr, bonsoir à M. Roche-Ngancha qui nous fait le plaisir de partager le plateau ce soir. Bonsoir à tous les techniciens qui sont en train de travailler pour que l'émission se passe dans de bonnes conditions, à la direction générale, aux autorités de l'État du Cameroun, mais particulièrement aux forces de sécurité et de défense qui veillent à l'unité et l'indivisibilité de ce cher et beau pays. L'indivisibilité de ce cher et beau pays qui abrite donc la télévision For You Media, télévision avant-gardiste bien sûr. Voilà pourquoi on comprend mieux les thématiques qui sont abordées tout le temps sur nos antennes. Eh bien, je ne sais pas si on peut retourner, passer le bonjour à Alain Roche-Ngancha ou sinon on va planter le décor avec notre reportage qui nous renseigne sur les manifestations tenu à Pretoria à l'initiative de l'IFF, Economic Freedom Fighters, en français donc le Parti des combattants pour la liberté économique. Eh bien, c'est un document signé de nos confrères d'Africa News. La journée de l'Afrique a donné lieu à une manifestation contre la mainmise de la France sur ses anciennes colonies. À Pretoria, les pancartes portées par les partisans de l'Economic Freedom Fighters dénonçaient le rôle trouble que continue de jouer l'ancien colonisateur. C'est la journée de l'Afrique, on sait que l'Afrique a été colonisée. Il n'y a qu'un seul pays sur le continent qui n'a pas été colonisé, c'est l'Éthiopie. La France a toujours ses sales petits doigts profondément ancrés dans ses anciennes colonies françaises.
Si les indépendances ont été proclamées il y a plus de 60 ans, la liberté, elle, n'est pas encore acquise et plusieurs pays ont encore du mal à se débarrasser du joug français, ont clamé les manifestants. Pour Julius Malema, chef de l'IFF, la France doit quitter l'Afrique. Le colonialisme français sur le continent africain continue d'être la forme la plus brutale, cruelle et diabolique de colonialisme sur le continent africain. Nous, en tant que génération de combattants pour la liberté, nous rejetons et condamnons le fait que des décennies après la déclaration de la soi-disant indépendance des anciens territoires colonisés, les colonisateurs continuent à entretenir une relation coloniale et néocoloniale avec les pays africains qui sont censés être libres du contrôle colonial. Les revendications du parti de l'opposition sud-africaine ont été remises à l'ambassadeur de France qui, dans une brève déclaration, a affirmé, je cite, « Nous sommes les amis des nations africaines ». C'est la deuxième manifestation contre la présence française en Afrique en l'espace de quelques semaines. Voilà donc, c'était l'élément signé de nos confrères d'Africa News et cela nous ramène vers le plateau central avec vous. Jonathan Batenguene, cette marche ou cette manifestation anti-française non organisée en Afrique du Sud, quand même, une grande surprise? Grande surprise, pas vraiment. Quand on connaissait l'agenda de manifestations contre le néocolonialisme, parce qu'elles ne sont pas des manifestations anti-françaises au sens de la fixation sur le pays qu'est la France. Non. Il y a des manifestations contre le néocolonialisme. Mais là, il était vraiment question de manifestation contre la présence de la France, puisque c'était le slogan dégagé. Ils se sont dirigés vers l'ambassade de France, à qui d'ailleurs ils ont obligé à signer le mémorandum. On retrouvera d'ailleurs Alain Roche-Gantia le moment venu. Un des pays qui est acteur du néocolonialisme en Afrique, c'est la France. Donc, dans la dénonciation du néocolonialisme français, oui, il y a eu une manifestation qui a mis en exergue le néocolonialisme français. Et vous avez les points qui ont été brandis par les manifestants. Les bases militaires françaises sur le territoire africain, qui sont des bases de recolonisation, de dissuasion et d'empêchement de pratiques démocratiques sur le continent africain. Vous avez une manifestation qui était contre l'usage du franc CFA, cette monnaie nazie qui empêche le décollage économique de 17 pays africains, parce que franc CFA est lié au mécanisme d'autres monnaies comme le franc guinéen, le franc, je crois bien, le franc, il y a ces petites îles-là, comoriennes, voilà, le franc comorien. Donc, contre ces pays, contre cette monnaie qui empêche le décollage économique de ces pays, il y a également les pratiques d'assassinat politique qui ont été utilisées. On se souvient, le peuple camerounais a encore les larmes pour ces nationalistes qui ont été tués avec le concours de Paris. Il s'agit de Omniobé, d'Ernest Ouandjé, d'Osende Yafana, tous ceux-là qui se sont battus pour l'indépendance du Cameroun. Et l'assassinat des hommes de premier plan comme le président Gilles-Christ Olympio, comme le président Thomas Sankara, comme le guide de la révolution El Haïfa, le guide de Muammar Kadhafi, par le fait de la France. Donc, et les manifestants ont posé tous ces problèmes dont la France a été actrice durant plus d'un demi-siècle sur le continent et qui véritablement font mal à la conscience africaine, mais surtout ont un réel impact sur l'état de sous-développement, de pauvreté et de malgouvernance des pays africains. Eh bien, ça nous donne l'occasion donc d'accueillir Alain Roche-Gantia, comme je le disais tout à l'heure. Alain Roche, bien le bonsoir, merci d'être avec nous depuis en direct de Pretoria. Achir. Bonsoir à toute l'Afrique. Bonsoir précisément à mon copanéliste de ce soir, votre consultant permanent, M. Jonathan Batenguene. Et c'est avec un plaisir que je vous retrouve ce soir et que les noms
Andorre, voilà. Merci. Alain Roche, merci donc d'être avec nous. Eh bien, on le disait en début de cette émission, des manifestations dans votre pays d'accueil de l'Afrique du Sud. Alors, qu'est-ce que tout cela vous inspire? Une fois de plus, bonsoir Bachir. J'espère que la soirée commence très bien. Oui, la question de ce soir, c'est de savoir ce que je pense de la manifestation de Pretoria, organisée par Julius Malema et son parti Economic Freedom Fighter, interpellant la France et l'assommant de quitter l'Afrique francophone. Assujetti de force par elle. Oui, ça c'est une très bonne initiative, mais la paternité de cette initiative en Afrique anglophone, précisément, en Afrique anglo-saxonne, c'est Mugabe. Puisque lorsque Mugabe, perd son âme, est devenu, était président en exercice de l'Union africaine en 2015, justement, il a soulevé ce problème et assez officiellement publiquement à la France au cours d'une réunion en Afrique du Sud. Donc, Malema, c'est quelqu'un qui suivait beaucoup Mugabe parce qu'il l'appelait papa, il partait lui demander conseil régulièrement. Donc, s'il en parle, c'est parce qu'il sait que c'est un défi qui est très important. Ils ont compris, Mugabe avait expliqué à ceux qui se demandaient de quoi je me mêle. Mugabe leur avait expliqué, tant que l'Afrique francophone n'est pas libre, le reste de l'Afrique ne le sera. L'Afrique francophone est gorgée de tellement de richesses, mais la France s'en approprie et force ces gens à la misère la plus extrême. Donc voilà pourquoi Malema a pris ce combat à bras le corps. Et il est décidé parce qu'il a forcé l'ambassadeur de France à signer son mémorandum, l'accepter en signant, qu'il va transmettre ça au président Macron. Voilà. Eh bien, Alain Roche-Ngantia, je reviens à vous dans quelques secondes. Et comme vous le dites, il a forcé l'ambassadeur de France à signer ce mémorandum et qu'il va d'ailleurs transmettre au président Macron. Jonathan Batenguini. Alors, mais est-ce qu'on n'est pas quand même un tout petit peu surpris de constater que ces manifestations anti-françaises se déportent finalement du précaré français pour se retourner dans des pays d'expression anglophone, et notamment l'Afrique du Sud? Vous savez, Bachir, s'il y a une surprise, c'est bien de la part de tous ceux qui n'ont pas encore compris l'essence du panafricanisme. Hier encore, nous parlions de la déclaration de Sète, de 9 septembre 1999, qui est un des traités fondateurs de l'Union africaine. Et à l'article 3, les pères du guide Muammar Kadhafi, paix à son âme, mais surtout grande révérence pour le combat qu'il a porté, et surtout en soulevant le nom de l'Afrique au sommet de tous les sommets, en mettant l'Afrique au centre même des débats. Grâce à lui, aujourd'hui, la conscience panafricaine s'est levée. Alors, les chefs d'État avaient proclamé qu'ils se reconnaissaient et qu'ils s'inscrivaient dans la vision des combats des panafricanistes. Je dis bien panafricanistes. Ils ne disent pas panafricains, ils disent panafricanistes de toutes les générations. Donc, ceux qui croient en cette doctrine. En cette idéologie. Oui. Le panafricanisme donc devenait l'idéologie même fait de lance de la nation africaine en tant qu'entité désormais qui regroupe tous les autres États, dont les peuples des États actuellement existants. Et il disait dans cette déclaration qu'il croyait qu'autour de cette vision panafricaniste va se construire l'unité et la solidarité des peuples. De façon donc prémonitoire, le guide Muammar Kadhafi, avec ses pairs,
qui avait constitué le collège de Site, avait fixé les bases d'un nouveau cap et avait, dans l'esprit de Kwame Nkrumah, compris que le panafricanisme devait unifier les consciences des différents peuples. Au nom donc du panafricanisme, vous avez vu les Algériens être solidaires du peuple malien, ce qui n'est pas une nouveauté. Historiquement, cela a toujours été. Nous saluons le combat du peuple algérien, qui est un peuple très avant-gardiste en matière de lutte pour les libertés. Nous voyons aujourd'hui les Sud-Africains, et Julius Malema, c'est assez fort. C'est aujourd'hui le leader de toute cette jeunesse qui est montée la nouvelle élite sud-africaine, parce qu'il est à l'ANC et c'est quelqu'un qui avait le syndicat des travailleurs sud-africains, s'est illustré dans les grandes luttes syndicales ces dernières années. Julius Malema se retrouve donc également pris dans cette solidarité, dans cette unité de la conscience africaine. Il se trouve donc que le panafricanisme est en train de solidifier les bases d'une véritable union africaine des peuples. Pas seulement une union africaine politique, c'est maintenant une union africaine réelle, que l'habitant de Kinshasa, l'habitant de Marrakech, l'habitant de Pretoria, l'habitant de Cape Town ressent comme étant un appel à défendre le continent, non pas en voyant le continent comme un ensemble saucissonné comme en sortie de 1884-1885, donc novembre 84, février 85, la conférence de Berlin, bien sûr. Donc, on ne voit plus le continent dans ce prisme, sous ce prisme-là. On le voit comme un État, comme un bloc régional. Cette conscience qui est en train de se construire, de se constituer, voilà la puissance réelle de l'Afrique. C'est pourquoi le thème d'aujourd'hui est en résonance avec celui d'hier. Oui. Dans le grand combat civilisationnel, pendant longtemps, les autres peuples se sont posé une question. Est-ce que les Africains seront au rendez-vous de la mondialisation? Eh bien, grâce au panafricanisme aujourd'hui, et avec cette manifestation à Pretoria, en Afrique du Sud, nous avons la réponse. Oui, l'Afrique est effectivement présente dans les nouveaux débats, dans les débats contemporains. Très bien, merci à vous Jonathan Batengene. Voilà donc qui nous permet de retourner vers Alain Roche Ngancha. On va y aller très rapidement avec lui. Alain Roche, agenda un peu chargé, mais il a accepté d'être avec nous. Alors Alain Roche, justement ces manifestations, et comment est-ce qu'on peut comprendre le fait qu'un pays, et c'est la question que je posais à Jonathan Batengene tout à l'heure, un pays d'expression anglophone, pour ne pas dire anglo-saxon, s'approprie quand même les revendications des pays du précaré français. Est-ce que cela signifie que le mal est vraiment profond au point où ça touche tout le continent? Que l'Afrique du Sud, qui n'a jamais été colonisée par la France, puisse se tenir debout avec autant de virulence contre l'hégémonie française en Afrique francophone. Il faut déjà savoir que l'Afrique du Sud, Bachir, n'a peut-être pas été colonisée officiellement par la France, mais l'Afrique du Sud a été colonisée par un groupement d'Occidentaux, parmi lesquels des Français. 20% de la population, de la minorité blanche sud-africaine est d'origine française. Voilà pourquoi on entend des noms du Toit ici, on entend des noms La Fontaine, on entend des noms Terre-Fontaine, par exemple. Pas pour rien, on entend l'appellation que ces gens-ci ont minorité. De la minorité vient de la France. Et ces 20%-là sont des gens qui sont titulaires d'un passeport français avant d'avoir un passeport sud-africain. Parce que ces ambassades de France, d'Angleterre, de Pays-Bas, leur ont donné l'opportunité de garder la double nationalité, bien que ce ne soit pas autorisé par ce pays. Voilà. Pour nos téléspectateurs souhaitant participer à cette émission, et pendant ce temps, on revient vers Jonathan Batengene. Jonathan Batengene, alors la prise de conscience, elle va au-delà des pays francophones. C'est vrai que les anglo-saxons, ils avaient quand même une certaine longueur d'avance, du moins d'après ce qui se dit.
il n'y avait pas une question de longueur d'avance. Il y avait que les pays anglo-saxons, du fait du cadre de gouvernance que les Anglais y pratiquaient, ont très vite été capables de se prendre en charge. Et donc, chaque fois qu'une idéologie, que l'idéologie panafricaniste était brandie dans cet espace, eux, ils n'avaient pas besoin de la professer pour s'identifier aux francophones. Ils étaient dans une continuité. D'ailleurs, vous allez remarquer que historiquement, les pays anglo-saxons ont commencé un moment à se considérer comme étant véritablement avancés par rapport aux pays d'expression francophone, qui, eux, étaient plus habitués à un mode de gouvernance qu'on appelait l'administration centralisée, la centralisation. Eux, dans l'indirect rule, ils avaient la capacité de se prendre, comme nous disions déjà, de se prendre en charge, d'être relativement autonomes, d'agir de s'administrer à leur manière et de trouver des solutions à leurs problèmes. Mais il y avait quelque chose qui ne s'était pas développé, la conscience collective de vivre avec d'autres peuples africains avec lesquels ils sont engagés pour un même destin, c'est-à-dire l'idée même d'une nation. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les peuples africains, qu'ils soient francophones, lusophones ou bien anglophones, à cause de la réussite du combat panafricaniste, ont compris, et surtout avec les enjeux géopolitiques contemporains, ont compris qu'il y avait un coup à jouer pour l'Afrique. Je prends pour exemple le cas du président Abiy Ahmed. En septembre 2021, à partir du mois de septembre 2021, il fait face à une rébellion tigréenne qui bat son plein. Et là, vous vous souvenez que le débat est occulté par l'ensemble des médias africains, par l'ensemble des médias, des médias du monde. Et ceux des médias occidentaux qui utilisent le conflit présentent l'armée éthiopienne comme une armée qui va se faire massacrer dans les mois à venir par la rébellion tigréenne. Eh bien, qui étaient les seuls à porter le combat? C'était les panafricanistes. Du point de vue médiatique, c'est les panafricanistes qui ont commencé à se tirer la sonnette d'alarme. D'ailleurs, le président Abiy Ahmed lui-même ayant remarqué que le combat était relayé par d'autres panafricanistes, a porté le manteau du panafricanisme pour aller combattre la rébellion tigréenne. Vous vous souvenez de son discours qu'il fait 2 jours avant de se retrouver sur le front. Dans ce discours, devant les diplomates, il leur explique clairement qu'il s'agit d'enjeux de néocolonialisme qui sont mis en jeu. Tout à fait, c'est ce qu'il a dit. Et le président Abiy Ahmed, à la demande des panafricanistes, avec le soutien des panafricanistes, a encore lancé un appel aux autres Africains qui voudraient se battre aux côtés des Éthiopiens pour mettre à mal cette rébellion tigréenne. Aujourd'hui, l'Éthiopie s'en est bien tirée avec la rébellion tigréenne. Elle a été matée, elle a été ramenée à sa plus simple expression. Les succès donc du panafricanisme en Afrique amènent les dirigeants, on a parlé hier du cas du président Macky Sall, qui n'était pas un panafricaniste convaincu de la première heure, mais qui au fur et à mesure a vu que ce n'était pas qu'une fadaise, ce n'était pas une simple propagande médiatique, que cela avait une portée réelle sur le terrain. Il s'est rangé dans le bloc. Eh bien, l'efficacité démontrée de l'idéologie panafricaniste et son renouvellement par sa perception, par sa transformation en non pas une idéologie, une utopie comme on l'avait souvent présenté, mais comme une action pragmatique inscrite dans un programme hégémonique contemporain, a fait en sorte que les présidents africains commencent à comprendre qu'il faut adopter cette posture. Et pas seulement. Le problème maintenant, celui qui a le plus, qui a permis de mieux vendre le panafricanisme, c'est le problème du Mali. Avec la question du Mali, tout le continent africain, alors là, tout le continent africain a vu la conscience se cristalliser autour de nos frères du Mali qui se trouvaient ostracisés par les confrères de la CEDEAO sous l'impulsion de la France. Avec ces succès de la conscience panafricaniste, avec ces succès de l'action médiatique panafricaniste, avec aussi le succès des médias panafricanistes, la conscience panafricaniste a donc pris. Il y a eu comme un travail sur les masses africaines. Et maintenant que ces masses sont suffisamment sensibilisées à l'importance de s'unir pour gagner le combat de demain, les masses sont en train d'agir en conséquence. Et c'est ce que nous avons vu.
Vous savez que, et nous le regrettons, nous interpellons encore les autorités du Gabon qui ont interdit la marche du 24 mai 2022. Effectivement, c'est des actes qui s'inscrivent dans la provocation de cette conscience panafricaniste parce que demain, la population gabonaise qui se reconnaît dans le panafricanisme pourrait défier leurs institutions gouvernantes. Et ça, ce n'est pas la situation que nous souhaiterions parce que nous pensons que chaque fois qu'il y a un dirigeant, peu importe la situation par laquelle il est arrivé, il peut corriger en devenant le dirigeant de son peuple, en gagnant la légitimité. Cette légitimité, le panafricanisme peut la lui donner. Donc, ce que les Sud-Africains ont fait, ça s'inscrivait dans un calendrier. Il y a plusieurs pays qui ont déclaré les dates de manifestation et l'Afrique du Sud était l'un des pays qui avait programmé la manifestation. C'est peut-être une surprise pour ceux qui ne suivent pas l'actualité panafricaniste, mais il y a vraiment un bloc panafricaniste. Je crois que c'est Nestor Podacier qui est l'un des vice-présidents de cette organisation. Tout à fait, Nestor, qui nous suit d'ailleurs en ce moment, il me le fait savoir. Merci Nestor. Voilà, j'ai vu Ngouti Benzin, notre frère Ngouti Benzin, atterrir à Pretoria et depuis Pretoria, je lui adresse un salut fraternel. Donc, vous avez des acteurs panafricanistes comme Ngouti Benzin, comme Nestor Podassi, qui sont actifs sur le terrain et qui mobilisent les foules. Pour eux, le panafricanisme n'est pas seulement une affaire de discussion médiatique, c'est aussi une affaire de terrain. C'est-à-dire qu'il faut aller mobiliser les foules. Voilà les acteurs qui aujourd'hui bougent les lignes. Comment est-ce que ça arrivé si vous avez un acteur comme Ngouti Benzin qui se déplace pour Pretoria? Vous comprenez que il n'est plus question de dire là-bas c'est un pays anglophone, ici c'est un pays francophone. Merci. Ngouti Benzin est béninois, mais il se reconnaît il est de dans ce côté-là, au côté de Julius Malema. Merci Jonathan Batenguene. Eh bien, Delphin nous appelle. Et lui, il est du côté de Gitega, au Burundi, voilà, qui montre justement cette panafricanité du continent. Delphin, bien le bonsoir. Bonsoir, mon très cher frère Bachir. Une fois de plus, je t'adresse mes salutations conjointement aux équipes de For You Media. Je n'oublie pas de saluer mes chers frères panélistes, mon très très cher frère Batenguene, dont la verve est toujours à souligner, ainsi que notre grand frère Ngancha, de l'autre côté par Zoom. Mon cher Bachir, tu as posé une question à laquelle j'aimerais aussi répondre. Tu as demandé, pardonne-moi de la modifier un peu, mais en gros, tu as posé la question de savoir si le nain géopolitique qu'est l'Élysée a colonisé l'Afrique du Sud. Peut-être pas, comme l'a expliqué notre frère Ngancha, mais je tiens à rappeler aux frères et sœurs qui nous suivent ce soir que lorsqu'on mettait en terre Papa Mandela, eh bien, l'ancien chef d'État Valéry Giscard d'Estaing s'est hasardé à venir présenter ses condoléances à l'ambassade de France au nom justement de l'État français. Le fait est que, bien sûr, les gens soi-disant démocrates n'ont pas mis d'accent sur cet événement et pour cause, M. Valéry Giscard d'Estaing a été congédié. Et pourquoi a-t-il été congédié? Parce que, en son temps, lorsqu'il était l'hôte de l'Élysée, eh bien, son gouvernement faisait partie de ces gouvernements soi-disant démocrates qui vendaient des armes au régime d'apartheid. Mais pour ne pas être éclaboussé, la France s'est fait passer par la suite pour un de ces États qui avait combattu le régime du criminel de guerre, Peter Botha. Donc, le nain géopolitique qu'est la France a un rôle prépondérant, répréhensible, dommageable dans le régime d'apartheid. Donc, nous ne devons pas oublier cela. Et comme je te l'ai dit, mon cher Bachir en off, dès que ce sera possible, il faudra que For You Media tende le micro à notre frère Malema pour qu'il puisse aussi participer sur nos médias, parce que les médias démocrates le dénigrent, et ça ne sera qu'une pierre de plus et salutaire à notre lutte. Maintenant, ce que je pense des manifestations, je vais dans le même sens que les invités. Nous ne devons pas nous enfermer dans cette dichotomie où les gens ont voulu nous enfermer. Par exemple, moi, je suis issu de l'ancienne sphère d'influence d'un autre nain géopolitique que le Royaume de Belgique. Vous avez été maltraité par la France, d'autres par le Portugal, comme l'Angola.
Mais nous ne devons pas oublier que nous sommes tous des Africains et que nos points de vue, nos intérêts sont les mêmes. Tant que le Mali sera en danger, moi je me sentirai en danger. Parce que les nègres de maison comme Ouattara ou Bazoum pourraient avoir des velléités d'arriver jusqu'à Bujumbura. Et c'est pourquoi je dois me faire un devoir de soutenir les frères et sœurs de Bamako ou ceux de Johannesburg. Donc voilà, pour ne pas monopoliser le micro, je vais m'arrêter ici et laisser la parole à d'autres. For You Media, allons de l'avant. Merci très cher Delphin. Et vous parlez de Julius Malema, pourquoi pas, il s'exprimera très bientôt sur les antennes de For You Media. Le point focal, on le connaît déjà, Alain Roche-Bancha est avec nous. Eh bien, Jean Sarpono nous appelle, il est aux États-Unis. Bonsoir Jean, merci d'être avec nous ce soir, vous avez la parole. Jean, bonsoir. Jean Sarpono, est-ce que vous me recevez? Bonsoir, vous êtes à l'antenne, vous êtes en direct, on vous écoute. Grabachi, je salue vos invités. Merci. Alain et puis Jonathan, nous saluons les techniciens. Oui, Bachi, ce genre de manifestations doivent être encouragées sur le continent africain. Et ce que la France fait et continue de faire sur le continent mérite d'être dénoncé et d'être payé. Et plus que ça même. Et vous n'avez rien vu, le moment viendra. Vous verrez que nous allons leur arracher tout ce qu'ils nous ont volé et ils vont restituer ce qu'ils nous ont volé. Alors, si vous vous souvenez de la Deuxième Guerre mondiale, quand les Africains étaient partis défendre la France, et ce pays-là a fusillé les Africains qui sont venus les défendre. Quel est ce pays qui ne fait que, et depuis le commencement, s'incarner sur le mal? Alors, qu'est-ce qui est de bien? Qu'est-ce que de bien? Depuis la base. C'est ce que nous voyons jusqu'à aujourd'hui. Vous vous souvenez, ce n'est pas seulement les pays francophones. Vous vous souvenez du cas de la guerre au Nigeria, comment appelle-t-on, cette guerre des Ibo au Nigeria, dans l'aspect pétrolifère. Et récemment, vous vous souvenez de ce que Sarkozy a appelé ce good luck 20 fois même dans la journée concernant le cas de la Côte d'Ivoire et de la Libye. Alors, ce n'est pas question de pays francophones, non. C'est un pays, le pays qu'on appelle la France, c'est un pays qui est vraiment l'incarnation du mal. Quand on dit mal, aucun bonheur ne peut sortir du mal. Le mal, c'est mal. Alors, quand les Africains sauront réellement ce qu'est la France, nous saurons nous organiser pour la bouter dehors. Non seulement bouter dehors, mais la juger un jour. Écrivez cela. Une génération viendra juger la France un jour sur les crimes qu'elle continue de commettre sur les Africains. Pour le moment, nous sommes en guerre. Cette guerre, c'est pour la reconquête de notre dignité humaine. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas cela. La France est notre ennemi premier. Avec ses alliés, les États-Unis et autres qui le soutiennent. Ennemi premier du développement de l'Afrique. Ne devons pas l'oublier. Que Dieu bénisse. Merci à vous. Merci à vous, très cher Jean Sarpono. Nous restons au téléphone avec Lamine Diop. Il nous appelle de Genève comme toujours. Lamine, bonsoir, cher ami. Vous avez la parole. Bonsoir mon cher Bachir, bonsoir à l'ensemble des téléspectateurs, auditeurs de For You ainsi que votre régie technique, bonsoir à l'ensemble des panélistes participant à ces thématiques. Disons que Bachir, je vois à cette manifestation en Afrique du Sud une sorte de panafricanisme global désormais, ou encore un panafricanisme débordant d'optimisme sur ses perspectives politiques continentales. D'ailleurs, le panafricanisme est nettement et inconsciemment remis en selle par la médiocrité de la classe politique française et particulièrement par la politique étrangère du Quai d'Orsay et celle de Ballard concernant l'état-major des armées françaises. Et même, je dirais, plus fort que jamais,
Ça se voit à travers les différentes manifestations anti-françaises dans le continent, comme celle initiée par le mouvement patriote et panafricain Yerawolo au Mali, l'expédition furtive contre les intérêts français au Sénégal en marge du soutien du candidat Ousmane Sonko, aussi au Burkina Faso tout comme au Niger, en passant par la Centrafrique et le Tchad, et de nouveau cette semaine en Afrique du Sud. Et tout ça, évidemment, correspond et constitue à ce qui est une nouvelle forme de guerre globale imminente et manifeste contre la France et ses maîtres. Mais surtout, il s'agit d'écorner l'image de la France dans le continent. Et que ça a son utilité auprès des présidences africaines, parce que, mon cher Bachir, c'est finalement bien plus que significatif des sentiments de la population africaine à propos de la France que n'importe quel sondage made in ONG Georges Soros. Et en conséquence, on voit bien que là, à travers ces manifestations, l'Afrique noire modeste est en colère à quelque chose qui cousine avec ce que le panafricanisme essaie de faire à propos des souverainetés des nations d'Afrique francophone particulièrement, et surtout dans notre ordre mondial multipolaire d'ailleurs, acté par Poutine désormais. Et mon cher Bachir, je voudrais finir par là, je voudrais rebondir sur quelque chose de très symbolique et de très stratégique qu'a soulevé hier M. Bandakani sur votre plateau à propos du fondateur du Forum économique mondial Klaus Schwab. En effet, un bonimenteur de cirque qui a grandi avec une cuillère en argent dans la bouche, issu de l'expropriation de biens d'autrui, dont le cœur n'a rien à partager avec le monde. C'était stratégiquement bien dit par le président Bandakani. Désormais, l'Afrique francophone sait qui est le Forum économique mondial et qu'est-ce qui se cache derrière. Ainsi, son père Klaus Schwab fut un industriel et fasciste proche d'Hitler, Eugène Schwab, et ce même père était alors en charge de l'entreprise stratégique de l'Allemagne nazie, Escher Weich, et avait son propre camp de concentration qui utilisait le travail gratuit des prisonniers, et par conséquent, voilà sur quoi exactement est fondée sa soi-disant richesse, tout comme toutes les élites financières de l'Occident. Merci encore aux cuisiniers de l'état-major russe qui exposent ces généalogies cachées dans les open source médiatiques du net, malgré que l'info a complètement été effacée des plateformes médiatiques ici en Suisse et aussi en Occident. Mais seulement Internet est très très rapide, mon cher Bachir, et Internet a aussi une excellente mémoire. Donc, après l'Ukraine, il va falloir élargir le projet de la dénazification ailleurs, car ils ne méritent pas leur statut. Merci, belle fin d'émission, à bientôt. Merci Lamine Diop pour la contribution. Avant de retourner vers Alain Roche, allons en Côte d'Ivoire. Madame Yao nous appelle de ce côté-là. Madame Yao, bonsoir, chère dame. Merci d'être avec nous. Vous avez la parole. Bonsoir Bachir, bonsoir Monsieur Jonathan, bonsoir For You. Vraiment, c'est une grande joie. C'est une grande joie de voir un pays anglophone soutenir l'Afrique, manifester pour l'Afrique. C'est que vraiment, les temps ont changé. Bon, c'est vrai, hein, les Sud-Africains, ils ont souffert et ils continuent de souffrir. Ils continuent de souffrir, mais ils sont anglophones. Ils sont anglophones. Ils n'étaient même pas obligés de faire ça, mais ils le font. C'est pour vous dire que les temps sont en train de changer. La France, cette petite France qui fout la merde partout en Afrique, la France qui est à 6000 km de nous, mais qui a ses narines, ses yeux dans nos assiettes, cette petite France-là va comprendre que les temps ont changé. Les temps ont changé. Ce ne sont plus autant de focards. Même de Sarkozy hier, parce que Sarkozy c'était hier. Sarkozy même on peut dire qu'il a fait pire que Focard. Sarkozy a fait pire que Focard, parce qu'en 2021, président d'un autre pays qui est chez lui là-bas, qui décide de bombarder un palais présidentiel à cause d'un conflit électoral, allez-y voir quelque chose. Ça ne se fait pas, mais Sarkozy l'a fait. Pour les intérêts de la France, Sarkozy a tué des milliers et des milliers d'Ivoiriens ici. Et la France continue encore. Ce petit Macron qui est venu, on a pensé que comme lui, il est un petit, il ne fait pas partie de la France-Afrique. Lui, au moins, il allait
travailler avec nous d'égal à égal. Mais il est pire. Ils sont tous les mêmes. Donc, franchement, Bachir, je suis contente. J'applaudis de mes 10 doigts. J'applaudis de mes 10 doigts. Ou bien les orteils, mes 10 orteils, plus mes 10 doigts ensemble. J'applaudis pour l'Afrique du Sud, un pays anglophone qui soutient l'Afrique. J'applaudis, qui soutient l'Afrique francophone. Vraiment, c'est une joie. C'est une joie. Et cette petite France avec les médias mensonges, les TV5 Monde, France 24, RFI et autres là, ils vont comprendre que les temps ont changé. Les Africains avouent aussi, parce que les Africains, nous avons aussi des endogènes, des gens qui n'ont pas encore compris, qui se mettent toujours en concubinage avec ces Occidentaux qui nous oppriment là. Vous là, j'espère que vous allez comprendre que les temps ont changé et les temps sont en train de changer. On y va. En tout cas, bravo aux Sud-Africains. Nous les avons soutenus aussi. Hein. Quand Mandela était en prison, là, en tout cas, nous les avons soutenus. Nous les avons soutenus. Donc, vraiment, je leur dis merci et que les autres pays anglophones suivent ce que les Sud-Africains ont fait pour que tous ceux qui ont colonisé l'Afrique francophone, l'Afrique anglophone, que tous ceux-là, les anglophones eux-mêmes, ils n'ont pas de problème. Les anglophones, là, ils n'ont pas de problème. C'est nous, la petite France, là, nous emmerde. Leur maudit. Merci en tout cas, Madame Yao. Haut les cœurs, comme vous le dites. Alors, on retourne vers Alain Roche Ngantia, en direct de Pretoria. Alain Roche, est-ce que vous pensez justement, comme le souhaite d'ailleurs Madame Yao dans sa sortie, elle le disait, je souhaite que cela se fasse aussi dans d'autres pays anglophones. Est-ce que vous pensez que justement que d'autres pays pourraient, pourquoi pas, embrasser en solidarité au pays du précaré français cette lutte, pourquoi pas aller même jusqu'au pays lusophone? Bachir, est-ce que ce mouvement va s'étendre dans le reste de l'Afrique? C'est possible, c'est même très probable que les Africains anglophones n'arrivent pas à comprendre que des pays comme les nôtres existent sans pouvoir avoir le droit de battre leur propre monnaie. Nous n'avons pas de banque de réserve. Nous avons tous la France et parasité nous prétend nous être avec quoi? Puisque n'importe qui tient ton économie est capable de se prévaloir d'être celui qui t'aide. Mais est-ce que la France nous aide? Nous avons travaillé là-dessus, Bachir. Nous avons travaillé là-dessus. Ça a été le mobile de nos combats depuis longtemps. Tu es un vieux combattant, toi. Tu le sais. Donc, si l'Afrique anglophone décide de se joindre à nous pour ce combat, c'est des voix de plus pour nous faire entendre et pour mettre fin à cette escroquerie mondiale initiée par la France, mais soutenue par Bretton Woods et les Américains et tous ceux qui vont avec. Voilà. Ngantia, pour cet autre jet, je reviens à vous dans quelques instants. Jonathan Batengene, justement sur la même question, est-il possible, pourquoi pas, de voir ce mouvement avoir un effet domino? Le mouvement va avoir un effet domino et le mouvement, il faut espérer, va continuer crescendo dans les jours à venir jusqu'à ce que la base de N'Djamena, la base d'Abidjan, la base de Ouagadougou, la base de Libreville, la base même de, je crois, Conakry ou bien Guinée-Bissau, je crois bien. Ces grandes bases vont fermer. L'Afrique n'est pas un comptoir colonial. Cette perception que la France avait de l'Afrique, une Afrique qu'elle devait paterner, ramener avec des méthodes de l'ère des rois français, ça ne marche plus. Les bases militaires françaises n'ont plus de raison d'être sur les territoires africains, vu on ne sont plus à l'époque du commerce triangulaire, commerce d'esclaves, qui justifiait la présence militaire. Encore, ces bases militaires n'ont jamais pu empêcher les coups d'État ni les rébellions de parvenir à leur fin. Oui. Ces bases militaires ont plutôt été des bases de déstabilisation.
on n'a pas vu les accords de défense être activés en Côte d'Ivoire par là-bas la présence du 41e BIMA. Plutôt, on a vu ce 41e BIMA faciliter la voie aux rebelles, qui à l'époque, nous entendions ce nom, c'était un barbarisme, on appelait les dozos. Et c'est après que, s'informant, nous avons compris qu'il s'agissait en fait des chasseurs en idiome local. Et donc, les Français ont collaboré avec les rebelles qui étaient en fait des dozos, des chasseurs, et beaucoup sont devenus des généraux dans l'armée ivoirienne. Donc, c'est à ça qu'a servi qu'ont servi les bases militaires françaises. Au Tchad, c'est une base de chantage. Quand Idriss Déby a été menacé dans la première décennie 2000 par les rebelles qui venaient du Nord, la France a laissé que les rebelles arrivent proches de la présidence et ont fait du chantage au président pour déployer leurs troupes et repousser les rebelles d'ailleurs qu'ils contrôlaient. Donc ces bases ne servent à rien. Et s'il faut s'en tenir au dernier rapport, celui de Choguel Kokala Maïga, Premier ministre du Mali, ces bases sont même devenues des bases d'entraînement des terroristes. Le IGS, le GSIM sont des bases nées de l'incubation dans les bases militaires françaises. Ce sont des mouvements nés de l'incubation dans les bases militaires françaises. Donc, ces bases ne nous servent plus à rien. À Libreville, nous ne savons pas quelle est la menace qui pèse sur Libreville au point d'abriter une importante base militaire française. Au Tchad, c'est pareil. Il est temps que les bases militaires françaises quittent. Il est aussi temps que l'Afrique francophone, que l'Afrique se dote d'une véritable monnaie. On a vu le projet d'ECO échouer à cause de la France. On veut une véritable monnaie en Afrique. Et pour ceux qui s'interrogent, si le Nigeria a pu être lésé dans un projet de monnaie commune avec des pays francophones, c'est justement à cause de la France. Donc la conscience ne fait que se cristalliser. Nous encourageons les panafricanistes camerounais à continuer de se mobiliser parce que le Cameroun, certainement, dans les jours à venir, va également proposer sa manifestation. Nous ne resterons pas toujours observateurs. Nous allons aussi agir et aller dans la rue pour demander le départ des militaires français de l'Afrique. Nous allons demander le départ. Ils ne sont pas déployés au Cameroun sur le territoire, mais nous allons demander leur départ et nous allons demander que nos troupes ne soient plus formées par les militaires français. Merci Jonathan Batengene. En tout cas, je peux vous rassurer, votre travail déjà de conscientisation a permis à d'autres pays, d'autres citoyens africains de prendre la mesure du mal. Et bien sûr, c'est ce qui donne toutes ces manifestations sur les 4 coins du continent. On me fait savoir que Delphin revient. Certainement, cher ami Delphin, quelque chose à rajouter, vous avez la parole. Oui. Merci une fois de plus, mon cher Bachir, de m'accueillir à la maison. J'aimerais vraiment applaudir, si je pouvais même, si j'étais sur place au Cameroun, je l'inviterais et je lui paierais beaucoup de verres, mon cher frère Batengene. Je l'écoutais encore une fois ce matin sur Afrique Média et ils viennent de remettre le doigt sur un point très très important que sont nos armées. J'entends par là bien sûr les armées africaines, mais aussi les armées panafricanistes. Ce matin, il rappelait, mon cher Jonathan, que en son temps, l'aîné Déby, donc je parle du père, avait initié une sorte de noyau d'armée panafricaine et nous ne devons pas nous faire d'illusions. Les États forts, aussi bien en Afrique que de par le monde, sont des États qui ont des armées autonomes ou autonomes, je dirais, aux 3/4. En Afrique, c'est le cas de l'Algérie, c'est le cas de l'Éthiopie, c'est le cas de mon propre Burundi. Je salue le Bir du Cameroun. Nous ne devons pas nous faire d'illusions. Si nous ne voulons plus être surpris par des militaires allemands, suédois, comme ça a été récemment le cas du côté de Bamako, qui se permettent de venir, alors que nous ne sommes même pas informés de ça. Nous devons densifier nos capacités paramilitaires. J'ai l'habitude de dire que le Burundi dispose de sa propre armée, de sa propre police et de ses propres services secrets. Nous sommes allés chercher un système de défense aérien du côté de la Russie, mais en dehors de cette coopération externe, nous sommes autonomes
à tout point de vue et pourquoi pas dans un avenir plus ou moins proche, mutualiser toutes ces forces, donc éthiopiennes, algériennes, burundaises, camerounaises, pour que nous puissions nous projeter aux quatre coins du continent ébène, exactement comme le fait par exemple l'alliance militaire asiatique, j'ai oublié son nom exact, qui a permis récemment, par exemple, à l'appareil militaire russe de se projeter chez son allié biélorusse. Sinon, nous aurons toujours des nains géopolitiques comme l'Élysée pour venir nous fatiguer avec sa formation soi-disant militaire. Et nous devons aussi garder un œil très attentif, pour ne pas dire dissuasif, voire menaçant, vis-à-vis des nègres de maison comme celui qui prétend gouverner la RDC, qui a eu le toupet de demander à ce même nain géopolitique, soi-disant, de venir former l'armée congolaise. C'est la honte, c'est vraiment la honte. Donc voilà, c'est ça que je voulais rajouter. Et là, je pars pour de bon, mais vous pouvez être sûr déjà que je serai là dès demain. Donc, For You Media, une fois de plus, allons de l'avant. Allons de l'avant, Delphin. Eh bien, Nestor Podacé a quitté sa position de panéliste pour être lui également appelant, téléspectateur donc depuis le Burkina Faso, dans la ville de Bobo Dioulasso. Nestor, bonsoir cher ami. Vous avez la parole. J'imagine que vous voulez dire un mot sur ces manifestations en Afrique du Sud. Bonsoir Bachi, bonsoir à tous les membres de For You TV. Bonsoir à votre invité Batangene et son copanéliste. Bonsoir à tous les journalistes de For You TV, et Manuela Siké, et Linda, je salue tout le monde. Et moi, par rapport à la France, je le dis et je le répète, la France est en chute libre et la France sera enterrée bientôt. Elle est finie, c'est fini. La France-Afrique, c'est fini, ça ne peut plus continuer comme ça. Donc, voici un peu mon point de vue que je peux donner ce soir. Et partout en Afrique, ça manifeste, même l'Afrique anglophone manifeste contre la France. Donc, nous sommes contents, c'est une victoire d'étape. Et je continue à encourager, moi étant jeune, je continue toujours à encourager la jeunesse. Voilà, donc moi, mon nom c'est Nestor Podacé pour tout le monde, mais pour ceux qui suivent For You TV Afrique Média me connaissent beaucoup. Donc, c'est pour leur dire que nous lançons l'appel à toute la jeunesse de continuer à mobiliser partout où vous êtes. Partout où nous sommes, continuons la mobilisation. Au plus tard 2030, la France-Afrique va finir. Donc, armons-nous du courage idéologiquement, la révolution en marche. Merci beaucoup, Bachi. Et bon courage. Et je salue tous les travailleurs de For You TV. Que Dieu continue à vous fortifier. Merci. Merci beaucoup, Nestor Podacé, qu'on retrouvera dans nos prochaines éditions comme panéliste cette fois-là. Eh bien, nous allons donner, pourquoi pas, une dernière parole à Alain Roche-Gancha qui doit se retirer dans quelques minutes. Alain Roche, vous me dites qu'il y a tout de même un bémol à apporter dans ces manifestations. Oui, Bachir, je te reviens par rapport à la dernière question, et je vais t'aider pour dire qu'il y a quand même un bémol. Hein. L'Afrique, il veut bien être panafricaniste, mais il est nécessaire qu'il soit un peu recadré parce que j'ai eu la chance de discuter quelquefois avec des cadres de l'IFF ici, à qui j'ai souvent reproché comment on appelle ça, le pêle-mêle, le méli-mélo dans lequel ils se retrouvent souvent parce que, en fait, ils sont en train de s'attaquer à un problème crucial, mais ils mixent dans certains moments qui s'associent aux gens qui peuvent être des brigands, qui peuvent être des terroristes, qui peuvent être tout. Ils s'associent à eux dans sa démarche, ce qui n'est pas normal. Moi, je le dis, pourquoi? Parce que si, Bachir, tu regardes bien les affiches que tu as reçues de moi par rapport à ça, tu verras qu'il est arrivé au point où il a associé à sa démarche les gangs criminels de l'histoire qu'on appelle Ambazonie, qui est ce mouvement d'illusionnistes qui pense pouvoir créer un pays dans le sud-ouest et le nord-ouest du Cameroun, que nous appelons communément Nozo. Et ça, c'est autant de choses qui
à la longue peuvent nuire à la démarche de Malema parce qu'il ne se renseigne pas. Il ne se renseigne pas, il fait tout sur la base simplement de ce qu'il trouve. Voilà. Voilà, merci pour ce bémol soulevé par Alain Roche Ngancha. Alors, c'est vrai que je voulais directement venir vers vous, très cher Jonathan Batengene, mais là, on me fait savoir que Zerfel nous appelle. Il est en Allemagne, il est en attente depuis quelques minutes déjà, on lui donne la parole. Bonsoir, cher ami Zerfel, bienvenue à cette édition du Point sur l'actualité. Vous êtes bien sûr Foyo Média et vous avez la parole. Ok, bonsoir Bachi, bonsoir à vos invités, bonsoir à tous les techniciens de For You. Moi, je voulais lancer un appel d'abord avant de commencer votre sujet aux Africains, à tous les Africains. Aujourd'hui, comment dire, l'Afrique aujourd'hui, les enfants des Africains aujourd'hui, ils ont réfléchi. Parce que nous, ça fait longtemps qu'on n'avait pas un média où on pouvait parler. Voici des jeunes qui ont créé aujourd'hui 2 médias de pointe. Alors, je parle d'Afrique Média et chez The For You. C'est votre télévision qui est là devant vous. Mais on ne vous voit pas aujourd'hui en train d'appeler sur cette télévision pour donner vos opinions, pour dissuader ces Européens, surtout les Français. Vous attendez quoi? Vous êtes, comment dire, accroupis dans vos chambres pour faire des petites vidéos de débat là, pour vous insulter. C'est ça, le développement. C'est ça qui va faire, puis les Européens vont nous lâcher les baskets. C'est maintenant 2 médias de pointe qui fait la concurrence avec les CNN, avec, comment dirais-je, quoi encore je vais appeler, les France 24, quoi, ainsi de suite. Mais ceux-là, ces 2 télévisions elles sont plus puissantes que ces médias. Alors vous attendez quoi pour venir appeler sur ces médias-là? On ne vous demande pas de payer 5 francs pour appeler. Alors, sortez de vos cachettes et venez appeler sur ces 2 télévisions. Moi, je vous appelle. Je vous appelle. Ça, c'est très important. La lutte, personne ne peut rester accroupi sous son lit ou dans son salon pour dire que les Européens vont nous laisser sur le basket. Ça ne marche pas comme ça. Sortez et puis venez parler sur cette télévision. Je m'arrête là. Maintenant, ce que je viens de voir en Afrique du Sud, maintenant, je ne vois pas ça dans certains pays francophones, comme le Bénin, comme sur le Togo, comme la Côte d'Ivoire, et comme, en Guinée. Alors, vous attendez quoi? Pour marcher aussi, voici des anglophones qui n'ont rien à voir avec les Français, mais qui marchent parce que ces Français-là nous tirent dans le trou. Jusqu'à aujourd'hui, ça fait combien d'années maintenant on est dans la pauvreté? Donc on a tout. Ce qu'on doit avoir, quelqu'un doit avoir pour être riche. Là. On a ça. Mais il n'y a personne pour nous défendre. Et maintenant, entre nous, on a créé des télévisions. Aujourd'hui, nous sommes là, encore, cachés encore sous les draps et sous les matelas. Et on regarde. Et on dit, les Français vont partir. Ils vont partir comment? Si nous, on ne sort pas là, qu'est-ce qui va les pousser à partir? Parce qu'ils ont de quoi manger là. C'est nous qui souffrons. Quand quelqu'un vient chez toi, prend ta nourriture, tu es caché sous le lit, mais il va tout manger. Voilà la vérité. Sortez et faites des marches dans tous les pays. Parce que aujourd'hui, comment le Burkina est sorti, mais je ne le vois plus. Mais le fois, aussi, le Niger, lui, ce gars-là, je pense que les militaires le guettent. Bientôt, lui, il va s'effacer du Niger, je pense bien, parce que sa position est ambiguë. Ça, c'est la moindre des choses. On chasse les choses, on dit aux soldats français de quitter le sol, et il y a certains pays qui les accueillent. Comment vous voulez qu'on avance? Comment vous voulez que ces gars-là nous laissent en paix? Voici la vérité. Donc, moi, j'appelle tous les pays africains où se trouvent, les Français, ou partout, ou même si vous ne parlez pas le français, sortez pour tenir les francophones. Parce que vraiment, surtout en Afrique de l'Ouest, on en a marre des Français. Ils ont tout pris. Ils nous ont pris à la gorge. Mais le Mali est en train de les dire. La gorge qu'ils ont saisie, ils n'ont pas bien saisi la gorge. Mais ce sont eux, les gorges qu'on va saisir bientôt. Je m'arrête là.
Merci Zerfel. Et surtout pour cet appel quand même à la jeunesse qui doit appeler à For You, contribuer, participer, envoyer vos messages. C'est vrai que vous êtes de plus en plus nombreux sur nos différentes plateformes digitales, mais Zerfel vous dit que ce n'est pas suffisant. Allez-y, appelez, donnez votre point de vue, participez à la réflexion, comme le fait d'ailleurs notre cher Jonathan Batenguene, vers qui on va se retourner pour la dernière prise de parole. Jonathan, vous me dites, vous voulez également dire un mot sur le bémol, quand même touché tout à l'heure par Alain Rochingantia. Tout à fait. L'élément est très préoccupant. Oui. De voir des séparatistes se retrouver dans une manifestation panafricaniste. Eh bien, c'est ça aussi l'une des questions vitales du panafricanisme. Il y a un travail d'éducation qui doit être fait au sein du grand mouvement panafricaniste. Il faut que l'ensemble des masses soient au fait des problèmes historiques qui ont traversé l'ensemble des pays, qu'on sache véritablement quelle est l'histoire des peuples africains et qu'on ne laisse pas certains imposteurs raconter à qui mieux une histoire tout à fait fabriquée. L'attitude, est-ce que Julius Malema et les Freedom Fighters pouvaient refouler ceux-là qui sont venus, puisqu'il y a eu quand même des personnes de plusieurs nationalités. Il y avait des Camerounais, des Congolais, et puis on a vu aussi des pancartes où il était une manifestation, soutien à Assimi Goïta, par exemple. Une manifestation, Bachir, est toujours encadrée par ceux qui l'ont organisée, par les organisateurs. Ils ont toujours un dispositif qu'ils mettent sur pied pour éviter que la mauvaise graine se mêle à leur action. Il faut que désormais, quand les panafricanistes, nous saurions accepter que dans un mouvement de lutte panafricaniste, des Tigriens se pavanent avec les emblèmes du Tigré en prétextant qu'il s'agit d'un État. Nous ne saurions accepter que les Sahraouis viennent se balader parmi des panafricanistes pour continuer à utiliser la bannière panafricaniste pour saboter notre combat. Non, notre combat est un combat pour l'unité panafricaine, pour l'unité africaine. C'est un combat qui rassemble, c'est un combat de solidarité et c'est un combat qui respecte l'histoire malgré les divergences dans chaque pays. Et ce combat n'est pas un combat qui vient accroître les fractures entre les peuples. Donc, si Julius Malema avait eu certainement des échanges sur l'histoire du Cameroun, il n'aurait pas certainement accepté cela. Mais on peut lui accorder, pour l'instant, on peut lui accorder un maximum de bonne foi et se dire que ça a été une erreur et que ça ne se reproduira plus. Évitons pour nous qui engageons le panafricanisme de laisser la mauvaise graine toujours se lier à notre combat, parce que ce combat est un combat pour l'humanité. Un combat pour l'humanité. Merci infiniment, Jonathan Batenguene. Alors, j'ai 30 secondes et en 30 secondes, j'ai quand même aimé la sortie de notre cher Zerfel qui appelait quand même les jeunes Africains à s'intéresser davantage aux questions internationalistes et aux questions géopolitiques, comme c'est le cas notamment avec la lutte panafricaniste qui de plus en plus prend de l'ampleur. Il appelait ces jeunes, d'ailleurs vous en encadrez plusieurs centaines, et il les appelle quand même à participer à la réflexion. Ils peuvent appeler, ils peuvent écrire. Les Africains, il y a ce qu'on appelle, pour ça on n'a pas assez de temps, mais il y a ce que Karl Marx appelait la fausse conscience de soi. Et malheureusement, les Africains sont matraqués au quotidien par des médias qui leur parlent de problèmes de la vie quotidienne, qui leur parlent de cas sociaux, d'une maladie. Donc, on leur fait croire que cela, c'est le plus important dans leur vie. On nous met de leur faire comprendre qu'il y a des enjeux globaux qui déterminent même ces difficultés quotidiennes dans lesquelles ils se retrouvent. Et finalement, ils ont une fausse conscience du monde. C'est cette fausse conscience qui est répandue. Nous aurons l'occasion pour une émission comme ça d'en parler et certainement nous allons développer de telle sorte que les gens comprendront pourquoi nous parlons de fausse conscience. Il y a une fausse conscience de soi qui est très répandue en Afrique et cette fausse conscience nous donne malheureusement une mauvaise lecture des problèmes que nous rencontrons au quotidien. Nos problèmes ont une origine, c'est que nous sommes des peuples issus de l'esclavage, de la colonisation, du néocolonialisme, et une société néocolonialiste comme la nôtre n'est pas une société normale comme la société occidentale. Là-bas, ils n'ont pas souffert de ça. Nous avons souffert de ça. Les gens objecteront. Il y a certains pays qui s'en sortent et d'autres non. Mais si vous savez à quoi on nous a réduit, c'est que certains pays qui s'en sortent
on les oblige, un peu comme le Rwanda, à devenir des pays siphons sur l'économie des autres pays. Donc, soit vous contribuez à piller un pays voisin, soit vous continuez à être le pays qu'on pille. Et c'est le choix qui nous est offert. Nous disons dans la conscience panafricaniste, nous ne pouvons pas décider d'être ou le bourreau ou d'être la victime d'un pays africain. Nous devons être des pays libres, comme tous les pays qui tiennent leur destinée. Et hier encore, vous nous disiez, Jonathan Batengene, face à l'hégémonie occidentale, il faut opposer une hégémonie universelle, globale. Et c'est là où l'Afrique entre en jeu et prend les commandes. Merci en tout cas, Joe. Merci à Alain Roche-Ngancha et à tous ceux qui nous ont appelés, ceux qui nous ont écrit et ceux qui nous ont aidés, l'équipe technique, dans la préparation.